Les Allemands tiennent tout à Bruxelles, tout. Et ils voudront tenir l'armée européenne, alors qu'ils n'ont quasiment plus d'armée, eux-mêmes. En tout cas, ils n'ont pas une armée de combat, pour l'instant. Et s'ils en ont une, ils devront être neutralisés. On va pas... Cette fois-ci, il faudra frapper les premiers. Comme vous le savez, la RATP a récemment fait retirer des affiches où il était mentionné d'un concert, c'est ça? Un concert, oui, où il était mentionné un soutien aux chrétiens d'Orient, ce qui a fait naître une vive polémique. Alors, au vu des réactions de la classe politique, et en particulier des socialistes, pensez-vous que la gauche est aujourd'hui un problème un problème de position vis-à-vis des chrétiens? Alors, en réalité, l'évolution de la gauche française. Ce qu'on appelle gauche en France, c'est les Républicains plus le mouvement ouvrier. C'est-à-dire deux parties de l'opinion qui reposaient sur une anthropologie politique, disons, assez saine. D'ailleurs, très proche dans les deux cas de l'anthropologie chrétienne. Parce que on va revenir, grâce à ça, sur ce qu'est être républicain, sur ce qu'est la laïcité. Ça évitera aussi que l'inculture qui est aujourd'hui, la grande déculturation qui aujourd'hui frappe le pays, réveille des débats qui n'ont pas lieu d'être réveillés. Le grand problème, c'est que à ce moment-là, vous êtes face à l'effondrement du mouvement, à la dilution de l'idéologie du mouvement ouvrier. Quant à ceux qu'on appelle les républicains, si vous voulez, les républicains à ce moment-là sont des gens qui avant tout sont marqués beaucoup plus par 1789 que par 1793, ce sont des libéraux tempérés. Ensuite, ils deviennent, disons, de plus en plus socialisants, ils deviennent socialisants par entre autres par disons, à la fois par imitation, par exemple, des catholiques sociaux, beaucoup. Ils deviennent également face à l'émergence du marxisme, qui va emporter les scissions que vous savez dans ce qu'on appellera la gauche française. Et à ce moment-là encore, on reste dans des idéologies politiques qui sont autochtones, sont françaises. Le grand problème, ça va être l'après-Seconde Guerre mondiale. L'après-Seconde Guerre mondiale va voir l'arrivée le courant est plus ancien, mais la contamination de la gauche française par la social-démocratie, et de la social-démocratie au social-libéralisme dans les années 80. Pendant toute la période social-démocrate, il y a une certaine lune de miel avec une part des chrétiens, Goliath, tout ça, ce qu'on appelle les chrétiens de gauche, qui vont jouer un rôle déterminant. Ceux qu'on appelle les pédagogistes, qu'on bousille une partie de l'école, c'est pas des gauchistes, c'est des gens des JOC, jeunesse ouvrière chrétienne. Ceux qui vont enfanter la nouvelle philosophie, d'ailleurs dont ils pourflinguaient le marxisme, c'est Clavel qui enfante ça, qui est l'un des représentants des chrétiens de gauche. Ils vont jouer un rôle déterminant pendant la guerre d'Algérie, puisque c'est eux qui vont donner les gros bataillons de porteurs de valises. Et ils vont jouer un rôle déterminant dans l'européisme de gauche, parce qu'ils croient, comme d'ailleurs les catholiques de droite, au mythe de l'Europe vaticane, dont ils se sont toujours parmi, ni les uns ni les autres d'ailleurs. À ce moment-là, les socialistes
Bon, déjà, à ce moment-là, il y a peu de socialistes au sein du Parti socialiste français. Enfin, au sein de la SFIO. Mais quand ça deviendra le PS, ce qui reste du socialisme français originel, qui est, disons, utopiste et proudhonien, il y avait un très bel ouvrage de Robert Aron là-dessus. Ça a été déjà complètement éliminé. Mais ce qui restait au moins du jaurésisme est déjà minoritaire dans ces rangs. Totalement minoritaire. Le tournant avec les chrétiens va se faire au moment où la gauche, où le socialisme français, qui est issu, contrairement au socialisme scientifique allemand, qui est issu du 19e siècle, occultiste et chrétien. Marx d'ailleurs détestait les socialistes du socialisme français parce qu'ils étaient trop marqués par le christianisme. C'était des socialismes de curés. Et c'était en partie vrai. Or, le tournant social-libéral de 83 va aussi emporter la fin de cette présence chrétienne au sein du socialisme français. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une religion de substitution. Enfin, c'est dans les années 80, comme Marcel Gauchet l'a vu de manière pénétrante, que les droits de l'homme deviennent une politique. Mais à ce moment-là, l'Église, elle est en plein Vatican II. Elle est dans le droit de l'hommisme. Donc elle n'est pas dangereuse pour la religion des droits de l'homme. Quand la religion des droits de l'homme, sur laquelle je me permets de m'appesantir une minute si vous voulez bien, la religion des droits de l'homme est la seule communion humaine qui n'arrive pas à penser le collectif. Quand même assez extraordinaire. Et qui en réalité est une multiplication par génération, on parle des générations de droits de l'homme, on est à la 3e, d'une extension du domaine des droits individuels. C'est-à-dire des créances de l'individu sur la société. L'individu qui était débiteur devient un individu créancier de la société, mais c'est quoi la société ? Mon bon positiviste, je vais vous répondre quoi ? Les sociétés, c'est les morts, les vivants et les ânes-êtres. Oubliez jamais, vous pouvez détester Auguste Comte, mais cette idée pénétrante de la transmission et qu'une société est faite de plus de morts que de vivants, c'est à lui que vous la devez. N'oubliez jamais ça. Or, le grand problème qui se pose, c'est que les droits de l'homme font une sorte de chéquier illimité sur le dos des générations futures. Par des droits de plus en plus individuels et qui vont vers l'indifférenciation. Nécessairement. Parce qu'en réalité, c'est quoi la principale passion des êtres humains après la libido ? C'est l'imitation. Plus vous donnez des droits aux êtres humains et quand vous ne leur donnez que des droits, ce qu'ils veulent, c'est pas avoir des droits, c'est avoir les droits du voisin. Je ne peux pas avoir d'enfant, oui, mais j'en veux quand même. C'est mon droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous voulez humaniser, vous donnez des devoirs. Et dans la pensée des droits de l'homme, ce qui ne veut pas dire que ça y est, il faut en revenir à attaquer 1789, comme tous les... Ça aussi, c'est un réflexe qui commence sérieusement à me saouler. Je vous le dis sincèrement. Hein. Parce que en 1793, vous avez une déclaration des droits et des devoirs du citoyen. Et surtout, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que pour être homme, pour des hommes pénétrés de pensée grecque et romaine, ce qui est le cas, sauf les libéraux de 1789, donc Benjamin Constant, mais ce qui est le cas, par exemple, des thermidoriens, ce qui est le cas de Saint-Just, ce qui est le cas de Robespierre, on est homme quand on est citoyen. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des hommes qui croient fondamentalement à ce qu'Aristote appelait le zoon politikon, l'animal politique. Là où on va faire une déclaration seulement des droits de l'homme, c'est quand ? C'est récent, c'est 1948. Je vous renvoie à un texte d'Arnaud Imaz disponible sur le net, et si je peux me permettre, disponible sur le site du Cercle Aristote, et dans la très bonne revue de Philippe Conrad, la Nouvelle Revue d'Histoire.
sur une déclaration pas si universelle que ça. Parce que la Déclaration des droits de l'homme fut condamnée par la plupart des grands intellectuels de son temps, à commencer par le Mahatma Gandhi, qui avait dit « Ma pauvre maman, qui pourtant ne savait pas lire, m'a expliqué quand j'étais petit qu'un droit sans un devoir, ça doit impliquer la méfiance. » Les grandes autorités morales de ce temps ont condamné cette déclaration auquel M. Hessel dit avoir participé alors qu'il n'y a jamais participé. Mais bon, on ne va pas s'acharner sur un corbillard, c'est le cas de le dire. Mais et vous voyez, le problème, c'est que c'est à ce moment-là où les droits de l'homme entrent dans une optique, disons, absolutiste pris au sens courant. C'est-à-dire ils sont déliés de la citoyenneté. Et qui dit délié de la citoyenneté, dit délié de la politique. Et délié de la nation. Comme le disait Raymond Aron, la nation, c'est le transfert à la politique de l'idée millénaire d'égalité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est les droits de l'homme en soi. C'est-à-dire que l'homme devient... Le citoyen, c'est particularisé. Vous êtes citoyen d'une cité. Il y a aussi la dimension culturelle. Quand vous avez les droits de l'homme, c'est l'homme avec un H majuscule tel que l'Occident le voit. Et d'ailleurs, c'est ça le gag, quelle seule zone géographique va faire une déclaration des droits de l'homme? Quelle est la première zone géographique à se doter d'une autre déclaration des droits de l'homme? La déclaration islamique des droits de l'homme, qui était un pied de nez justifié à cet impérialisme-là. Le problème, c'est que les puissances occidentales, à ce moment-là, nous sommes en 1948, elles règnent par une autre arme mentale contre l'Union soviétique. Elles règnent par le développement. Discours sur l'état de l'Union du président Truman. C'est pas Truman qui l'a trouvé, d'utiliser le développement, c'est ses conseillers. Truman, à la base, il est vendeur de bretelles. Pas un méchant bougre, pas une flèche quand même. Mais contre l'Union soviétique qui promet le paradis socialiste aux États en cours de décolonisation, on va promettre le développement. Le problème, c'est que l'Union soviétique arrête, grosso modo, sa politique de puissance lors en 1956, Budapest. À ce moment-là, l'extension maximale de l'influence de l'URSS s'arrête. À partir de ce moment-là, l'Occident va continuer sa politique de développement, mais dans la crise des dettes souveraines des années 80. Il va falloir trouver autre chose. On a ruiné les pays d'Amérique latine et d'Afrique. Monsieur Candessu, par exemple. Donc il ne faudra pas oublier. Par la crise de la dette, qu'est-ce qu'on va leur vendre? Le développement? Non. Les droits de l'homme. Vous voyez, pardonnez-moi cette longue digression, vous voyez où je veux en venir? Et donc, dans les années 80, vous savez pourquoi? Parce que même le développement, quand vous le promettez, vous devez être souverain. Quand vous êtes en France. Ou quand vous êtes en Afrique, quand vous êtes en Amérique latine. Bon, nous avons nos équivalents du FMI, nous avons le serpent monétaire et la construction européenne. La mise en coupe réglée des États. Et on va donner les droits de l'homme. Parce que l'avantage des droits de l'homme, c'est comme je vous l'ai dit, ça réveille des jalousies interpersonnelles, passion mimétique, donc c'est de l'horizontalité. Il n'y a pas de collectif et il n'y a pas de transcendance. Enfin, il n'y a pas de transcendance avouée. Alors que théoriquement, s'il y a des droits de l'homme uniques, il y a une dignité humaine unique, on est d'accord. Donc une nature humaine unique, on est d'accord. Donc ça pose la question d'un créateur unique, on est d'accord. Cet aparté n'est pas de moi, il est de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre voyait dans les droits de l'homme, à raison, une conception chrétienne, et les détestait pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, le système d'extension du droit de l'hommisme, qui va vers l'égalitarisme niveleur de l'indifférenciation, ce qui est terrible, l'indifférenciation, c'est de rendre l'humanité une sorte de magma originel. Va se heurter à quoi? À une anthropologie qui n'est absolument pas chrétienne, qui est aristotélicienne, sur le mariage, sur l'éducation, etc., que les chrétiens ont repris, mais qu'ils n'ont pas créé.
Et ça, même les plus radicaux des penseurs catholiques d'aujourd'hui, des Claude Paulin ou des Claude Rousseau, sont d'accord là-dessus. Vous voulez, ceux qui sont allés défiler pour le mariage pour tous en pensant défendre la doctrine de l'Église, vont tous y défiler pour l'aristotélisme sans même s'en rendre compte. Au passage, ça me fait plutôt plaisir. Mais, eh bien, évidemment, la logique des droits de l'homme va se heurter à ça. Ce qui n'implique pas de nier la multiplicité des systèmes de parenté, mais c'est de dire que nous, en tant que descendants des civilisations celto-hellènes, ou celto-romano-hellènes, enfin ou gréco-romano-celtique, ce que vous voulez, notre système de parenté, notre système d'éducation, c'est ça. Ça ne veut pas dire de nier qu'il y ait d'autres systèmes de parenté. Ce serait anthropologiquement débile, de toute façon. Et là, le PS, dans sa logique droit de l'homiste, ne comprend pas. C'est-à-dire, il se heurte à un fait de transcendant, alors que lui, dans une religion horizontale. Il se heurte à une volonté de défense anthropologique, c'est-à-dire nous voulons perdurer dans nos êtres. Et comme le PS est déculturé, il se dit, eh ben on va aller rechercher la laïcité, tiens. Alors que, au même moment, vous avez au sein de la gauche ceux qu'on appelle les républicains, qui eux sont des républicains authentiques, c'est-à-dire des gens qui cherchent le règne de la loi, et donc de la souveraineté, qui vont poser la question scolaire. C'est l'époque Finkielkraut, Régis Debray. D'accord ? Vous vous en rappelez peut-être. C'était dans les années, début des années 90. C'est l'affaire de Creil, et c'est l'affaire du voile à l'école. Et si vous voulez, ces républicains-là vont se heurter aux droits de l'homisme du Parti socialiste. Et d'ailleurs, comme M. Rancière, Jacques Rancière, un de leurs idéologues du PS actuel, enfin d'une partie du PS actuel, celle qui est communautariste, le dit, ces gens-là ne font que préparer l'avènement du Front National. Déjà. Alors qu'en fait, ils demandent juste l'unité de l'espace public par la loi. Donc ils demandent la res publica, que l'école soit res publica. Point barre. Le problème, c'est que l'EPS, lui, doit faire la société de concorde, c'est-à-dire diversité et droits de l'homme, pour tout le monde, pour tout schisme. Mais il se heurte à ce qui reste d'anthropologie naturelle. Donc les chrétiens, une partie des musulmans, mais bien moindre qu'on ne le croit, et là, elle va développer une idéologie laïcarde anti-culture. Parce que la culture, comme la France doit être renégociée pour devenir cette auberge espagnole ouverte à tous les vents, où seul compte le droit de l'homisme et le respect des minorités, eh bien il faut une laïcité anticulturelle. Et ce n'est plus du tout à titre de culte qui s'attaque aux chrétiens, mais de culture. Parce que la culture française est en partie chrétienne. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes avec les chrétiens. Ils ont des problèmes en réalité avec... Pour eux, la France doit être table rase, et ça, ce n'est pas le PS, c'est l'ensemble du libéralisme en France. Vous en avez autant qui en parlent à l'UMP. Hein. La seule chose qu'ils ne sont pas aux affaires. Et s'ils étaient aux affaires, les catholiques, dits intègres ou intégristes ou ce qu'ils veulent, seraient moins sourcilleux. Parce que les catholiques en France sont embourgeoisés. Je vous donne un exemple. Celui qui a mis le premier comme promesse de campagne le mariage gay dans son programme, c'était Nicolas Sarkozy, c'était pas François Hollande. Il le dit à Barbier. Et j'ai tendance à croire l'homme à l'écharpe rouge.
car mis à part des indiscrétions de couloir, il ne sert pas à autre chose. Moralité. Et croyez-moi, si c'était la droite qui l'avait passé, il n'y aurait pas eu les manifs telles qu'elles ont eu lieu. Donc si vous voulez, ce qui se dessine, c'est une tentative de liquidation de la culture française. Et le laïcisme d'État n'en est qu'un prétexte, vu qu'ils ne comprennent pas l'idée de laïcité. La laïcité, c'est le fait que l'Église est chez elle, l'État est chez lui, mais ça garantit, c'est un acte de souveraineté de l'État, avant tout. Et un acte de souveraineté de l'État qui a été utilisé d'ailleurs largement par une partie de l'Église comme un acte de défense de l'Église, je vous l'ai toujours dit, contre Europe. Donc c'est un acte d'indépendance nationale. Quand on vire des congrégations, c'est que ces congrégations, pour certaines, sont des réceptacles d'influences étrangères. Et d'ailleurs, on devrait retrouver cet esprit combatif avec d'autres religions, parce qu'il n'y a pas d'entorse à l'être laïque en France par l'Église catholique aujourd'hui. Voire même au contraire. L'Église catholique, alors que ce n'est pas la laïcité qui lui demande, c'est les droits de l'homme qu'elle a ralliés elle-même par Vatican II, l'Église catholique n'a plus rien à dire. Or, les problèmes identitaires français seraient beaucoup plus faciles à résoudre avec un catholicisme qui sait à peu près où il va. Même si ça peut choquer venant de moi. Mais une large partie du problème identitaire est liée à ça. Passons à la partie défense, maintenant, si vous voulez bien. Début mars, le président de la commission de Bruxelles et ancien tenancier de blanchisserie, comme vous le dites si bien, Jean-Claude Juncker, a relancé l'idée d'une armée européenne. Alors, comment voyez-vous cette proposition? Ne s'agit-il pas d'une manière insidieuse de s'approprier en quelque sorte la capacité de déploiement de l'armée française? De toute façon, c'est très simple. Il n'y a que deux vraies armées dans le continent, dans l'Union, c'est les Anglais et les Français. Il y a aussi un pays qui revient sur son militarisme, et au passage, je tiens à le souligner, parce que ça me donne raison sur mes autres analyses, et qui redevient un pays dangereux, c'est l'Allemagne. Le problème, c'est que leur armée est dans un tel état, mais observons-les. Ne les laissons pas se remilitariser, c'est un très mauvais signe. Même si, vu la moyenne d'âge du peuple allemand, ça ne va pas être une armée très dangereuse là. Mais le gros problème, c'est que l'armée européenne, je pense qu'il faut maintenant en arriver là. Je pense qu'il faut se débarrasser de l'idée d'Europe puissance. Et l'idée d'Europe puissance, il faut être très clair. La CED, Comité européen de défense, qui a été flinguée par les gaullistes et les communistes, gloire à eux, encore une fois, devait mettre les forces du continent sous un général américain. Bon, elle n'a pas eu lieu, mais c'est pas grave, c'est le système qui existe aujourd'hui par l'intermédiaire de l'OTAN. Bon. Et il n'y a pas à avoir d'armée européenne, et en réalité, pourquoi le brave Juncker, qui est en train en plus de centraliser son pouvoir? Là, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas commenté. Mais Juncker a fait des vice-présidents pour des questions importantes au sein de la Commission. Et pour centraliser, il y a un organe de centralisation des différentes directions générales, l'équivalent des ministères pour Bruxelles, qui est le secrétariat général de la Commission. Juncker règne à partir de cet organe-là qui est en train de monter en puissance. C'est-à-dire qu'il arrive à centraliser un système qui est déjà despotique. Quand même le faire. Il n'y a qu'un maître du monde luxembourgeois pour penser ça. Faut le faire. Comme le disent les Belges, un maître du monde luxembourgeois, c'est d'une petitesse. Mais le problème. Et donc il ressort la marotte et le navet de l'armée européenne. Pourquoi? Parce que au dernier sommet de l'OTAN,
à Valls en novembre. Les États-Unis commencent à en avoir marre de raquer pour l'OTAN. Parce que l'OTAN est une organisation plus saine que l'Union européenne. Peu importe ce que les gens qui regarderont ça vont le voir, qui regarderont ça penseront de moi. Moi, je suis un opposant à l'OTAN, mais l'OTAN est une organisation internationale collective, d'où les votes sont pris à l'unanimité. Donc ceux qui obéissent à l'OTAN, c'est parce qu'ils le veulent bien. L'Union européenne est une structure supranationale, ce qui est différent. L'Union européenne est une espèce de poulpe, c'est un cancer, ce qui ne veut pas dire, moi vous imaginez bien que l'OTAN, il faut en sortir. Mais il ne faut pas en sortir, il ne faut pas plaquer les débats théoriques des années 60 sur aujourd'hui. Déjà, il faut maîtriser la structure otanienne. Il existe un très bon ouvrage là-dessus, d'Olivier Kempf, Histoire de l'OTAN, pavé, mais déjà, il faut maîtriser la structure otanienne. Pour pouvoir la quitter, il faut la comprendre. Or, le gros problème des Américains, c'est que, comme les Européens entendent que les Américains fassent l'effort de défense à leur place, particulièrement les Baltes, les Polonais, tout ça, protégez-nous du grand méchant Poutine. Parce que les Américains sont évidemment contents de répondre à ça dans une optique de confrontation avec la Russie. Mais c'est pas les Américains qui ont créé la haine des Baltes pour la Russie. Faut arrêter de rêver. Ça s'est pas passé comme ça. Bon. Et les Américains disent aux Européens, bon, vous allez les faire les 2% de PIB chacun en défense là. Parce que c'est nous qui raconons pour vos balles, quoi. Pardonnez-moi la trivialité, mais au moins là, tout le monde a compris. Et donc Juncker essaye de relancer un projet qui peut, disons, qui peut alléger, c'est d'ailleurs dans la littérature américaine ce qu'on appelait le partage du fardeau, qui peut alléger l'Amérique en termes de défense. Du moins pour la protection de son glacis extérieur européen. Aujourd'hui, l'Union européenne est une excroissance américaine. Faut arrêter de se raconter faut arrêter de vous mentir. Et le problème, c'est que le général de Gaulle ne voulait pas d'armée européenne, d'ailleurs il l'a combattu, parce que c'était un général américain. Mais il ne voulait pas non plus de mutualisation de nos forces de défense. Il le disait lui-même. Quand on renonce à se défendre, on s'oublie soi-même. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser qui que ce soit assurer notre défense. Jamais. C'est nous qui veillons sur nos remparts, maîtres chez nous. Ok ? Bien. Mais il n'était pas contre des opérations conjointes, etc. Quand il a vu ce qu'était l'Union européenne, vu qu'il a tenté, c'est le caractère un peu prométhéen du personnage, de la retourner contre elle-même, d'ailleurs en partie ça a fonctionné, jusqu'à ce qu'il voit que le bloc germano-américain était beaucoup trop fort, était beaucoup plus fort dans l'Europe des 6, puisque tous les autres voulaient être dans la main des Américains. Le seul allié de la France à ce moment-là, c'est l'Italie. Mais l'Italie, elle est au début des années de plomb. Et le général de Gaulle parlera au monde à ce moment-là. C'est les grands discours et c'est la puissance française. Ça qui compte. Il n'y aura pas d'armée européenne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, il faut un commandement unifié. Il ne peut être qu'américain. Les Allemands tiennent tout à Bruxelles. Tout. Et ils voudront tenir l'armée européenne, alors qu'ils n'ont quasiment plus d'armée. Eux-mêmes. En tout cas, ils n'ont pas une armée d'autocombat. Pour l'instant. Et s'ils en ont une, ils devront être neutralisés. On va pas... Cette fois-ci, il faudra frapper les premiers. C'est bon. On sait où ça mène, le militarisme allemand. Le grand problème, c'est... Si vous voulez... Déjà, il faut un commandement unique. Il faut des standards militaires uniques. S'il faut des standards militaires uniques, alors là, l'armée européenne fait doublon. Vu que nous sommes déjà tous sous standard OTAN. Quelle utilité ? Et surtout, une armée unique impliquerait une politique et une stratégie unique,
de défense et de projection. Et donc pour ça, un intérêt unique des pays de l'Union à l'international, nous sommes d'accord. Comment une zone qui recouvre 6 zones géopolitiques peut-elle avoir des intérêts uniques? Vu que la zone économique, qui est le bloc avancé de l'occidentalisme, qui est l'Union européenne, a au moins 6 zones géopolitiques, la zone du Danube, la zone atlantique, la zone méditerranéenne, la zone de mer du Nord, la zone de l'Est, et la zone en plus balkanique, par rapport à l'Union européenne actuelle. Vous allez... Et puis grâce à nous, la zone Pacifique aussi. Oui, mais ça, je ne voulais pas en parler sciemment. Parce que pour moi, jamais les eurocrates ne doivent regarder vers nos terres pacifiques. Jamais. On va en reparler, à mon avis. Le grand problème, c'est... Il n'y a pas d'intérêt unique. Pour un Français, être l'allié de la Russie, c'est son intérêt. Pour un Lituanien, vous êtes sûr? Pour un Français, il faut avoir des rapports avec la Méditerranée. Ce à quoi l'Estonien vous dira, oui, Méditerranée, je ne me sens pas concerné. Voilà. Vous comprenez le problème? Ça ne marchera pas. Juncker le sait d'ailleurs. Il le sait, ça ne marchera pas. Mais il fait voir sa bonne volonté à l'OTAN parce que pour lui, les Américains ne doivent pas arrêter de payer. Or, les Américains... L'Europe est une colonie, oui, mais une colonie commence à nous coûter cher. Voilà. Voilà ce que veut R. Juncker. Ça ira pas plus loin, croyez-moi. De toute façon, c'est un bzam militairement. Est-ce que vous allez mettre quoi? De l'armée française et autour d'elle, l'armée française qui souffre et autour d'elle des armées en lambeaux? Les armées des États baltes, elles font entre 2000 et 3500 hommes. Ok? Fin de l'histoire. Mais de quoi? Rigolons peu, mais rigolons bien. Alors, sur le forum des Patriotes éclairés, récemment, nous avons eu un débat sur la politique militaire à adopter pour la France vis-à-vis des mers. Pensez-vous que la France doive rivaliser avec les grandes puissances maritimes en développant sa flotte de guerre avec par exemple la construction d'un second porte-avions? Ou bien doit-elle conserver une flotte plus modeste mais moderne et prête à intervenir efficacement à tout moment? Alors, premièrement, l'avenir de la France est très largement en mer. Nous sommes la 2e puissance maritime mondiale. Nous avons le 2e espace. La mer pour la France, c'est à peu près 320 000 emplois, 50 milliards par an. Nous avons une flotte de guerre d'à peu près entre 70 et 80 bâtiments, qui doit être entièrement révisée vu que les bâtiments ont beaucoup souffert. Ce qui au passage peut nous aider puisque nous on est parmi les meilleurs en construction navale. Et de toute façon, l'océan de l'avenir c'est le Pacifique. Nous on y est. L'Europe elle y est pas. Nous devons nous désarrimer d'un continent qui est une espèce d'hospice croulant. Et toute personne qui vous dira l'Europe puissante, machin, etc., sera un ennemi de la France aujourd'hui. Parfois même, il se glisse dans des partis que vous n'imaginez pas. Croyez-moi. Et ces gens-là, par exemple, font tout pour qu'on ne parle pas de ça, qui est le véritable avenir de la France. Les mers. Nous avons fait le choix d'une stratégie militaire par porte-avions. Bon, donc il nous en faut un deuxième. Les porte-avions vont par deux. On aurait pu faire d'autres choix de flotte de guerre. Ensuite, rien ne nous interdit de faire une flotte hybride avec des bateaux disons à moyen tonnage, mais mieux armés et plus rapides. Rien ne nous l'interdit. Mais surtout,
Il faut reprendre cette visée qui était, encore une fois, celle du général de Gaulle, quand le général de Gaulle a créé en 1967 l'organisme d'études océaniques. C'est le général de Gaulle qui fait de Brest une des capitales mondiales des études océaniques, qui va devenir l'Ifremer en 82. L'étude de la mer et de la puissance par la mer. N'oubliez jamais que nous avons eu de grands théoriciens de la mer. De l'amiral Castex à Hervé Couto-Bégari. Notre regretté Hervé Couto-Bégari, le grand stratège français depuis la mort du général Pierre-Marie Gallois. Or, nous devons voir ce qu'est la maritimisation de la puissance. L'Assemblée nationale, sous l'égide d'ailleurs de quelques députés, dont certains que je connais bien, commence à s'en rendre compte. Et là, le jeu est ouvert, complètement. Des pays sont... Par exemple, quel est notre plus grand voisin en termes de frontières, de lignes de frontières? Quel est le plus grand voisin de la France, avec 700 km de frontières? Le Brésil. Oui. Eh oui. Point. Ça s'arrête là. Nous sommes en Europe peut-être, mais nous ne sommes pas qu'en Europe. Notre avenir énergétique est dans nos nodules polymétalliques. Le tout, c'est d'aller les chercher. Et pour protéger ceux qui vont aller les chercher, il faut une flotte de guerre. Le tout, c'est de rivaliser avec nos terres du Nord, notre terre à Delhi, plus, parce que la terre à Delhi nous appartient de pleine propriété, plus on a un petit territoire qu'on partage avec les Italiens dans le même coin. Le problème, c'est que 4 puissances lorgnent sur nos terres, là-bas. Chine, les États-Unis, l'Australie, le Canada. Ah oui, j'en oublie une autre, la Russie. Eh bien, il faut une flotte de guerre suffisante. Et là, si vous voulez, je casse un peu mon image de gentil pro-russe. Le problème, c'est que, comme je vous le dis, la Russie n'est pas ce qui m'intéresse. Quand vous dites une flotte de guerre suffisante, est-ce qu'il est possible de se mettre par exemple au niveau de la flotte de guerre américaine? L'US Navy est le principal instrument de puissance des États-Unis. Elle a été pensée depuis les guerres du Mexique, donc ça fait un siècle qu'elle est vue comme telle. Vous ne ferez pas une révolution comme ça. Vous ne ferez pas une telle révolution en si peu de temps pour un pays comme la France, qui a en plus des structures militaires et une pensée militaire parfois rigide. Vous ne le ferez pas comme ça. Il faut juste... Nul ne peut battre, à mon avis, l'US Navy. Très difficile. Par contre, vous pouvez prendre les faiblesses de l'US Navy et les faiblesses des autres, parce qu'il y a toujours une faiblesse dans une flotte. Pourquoi? Parce que vous choisissez un navire dominant, un navire amiral. Et c'est les faiblesses de la navire amiral qui font les faiblesses de la flotte, généralement. Quelle est la faiblesse de l'US Navy? L'US Navy a beaucoup de porte-avions. Les petits sous-marins d'attaque peuvent faire beaucoup de mal aux porte-avions. C'est d'ailleurs ce que la Chine est en train de faire. Comme on a pu le voir récemment lors d'un exercice conjoint entre les Français et les Américains, je ne sais pas si vous avez vu ça, un de nos sous-marins nucléaires d'attaque a coulé virtuellement l'USS Franklin Roosevelt, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Mais attendez, nous, comme toujours dans l'armée française, et dans la marine de guerre française, nous, ce qui nous manque, c'est des moyens. Que nos hommes soient les meilleurs, c'est pas ça, ça fait pas débat. Hein. Si vous voulez, vous trouverez très peu de militaires de carrière, d'armées réelles, comme l'armée américaine, l'armée anglaise, l'armée russe ou l'armée chinoise, qui méprisent l'armée française. Vous en trouverez très peu. Croyez-moi, les militaires américains qui méprisaient les Français quand ils sont arrivés au Vietnam, ils ont tout compris lors des premières prises de collines, dont la terrible Hamburger Hill, la colline où les hommes furent hachés comme de la viande. Là, ils ont trouvé les Français moins branques. Quand vous voyez ce à quoi... D'ailleurs, ça leur a pas servi de leçon, les Américains, on dirait. Mais nous devons nous faire aux faiblesses des flottes qui peuvent être nos flottes ennemies. Voilà.
Ensuite, il faut être dans la dissuasion. Il n'y a aucune raison entre les pays que j'ai énoncés que ça se termine mal. La seule chose, c'est mettre chez nous, point barre. Comme le général de Gaulle l'avait très bien dit à son retour au pouvoir en 1958, tout ce qui par terre, par mer, air ou dans les eaux est français relèvera uniquement de la souveraineté française. Qui en avait bien besoin après la 4ème République. On avait bien besoin. Voilà. C'est tout. Pas du tout une optique d'agressivité. La seule chose, c'est que on peut être... la multipolarité est une chose, mais la multipolarité dont je suis un partisan, vous le savez, la multipolarité doit se faire pour nous, au mieux des intérêts de la France, selon nos possibilités. Donc voilà, c'est pas parce que c'est la Russie qui lorgne sur nos trucs que je dois être plus sympathique.